Merci. Donc, chers collègues, on va démarrer cette table ronde sur les fractures du rachis thoracique et lombaire chez l'enfant et l'adolescent. Alors, il faut signaler d'emblée que les fractures du rachis chez l'enfant sont très rares. Elles représentent uniquement 2 à 5% de l'ensemble des fractures du rachis. Et d'autre part, les fractures du rachis thoracique et lombaire chez l'enfant ne représentent que 1 à 2% de l'ensemble des fractures pédiatriques. Alors bien sûr, le rachis pédiatrique a plusieurs caractéristiques qui sont bien connues. Une laxité ligamentaire, il y a une immaturité musculaire, des facettes articulaires qui sont horizontales et au niveau des disques, les liaisons des fibres de collagène sont moins importantes et le nucléus est plus chargé en eau. Ce qui fait qu'il y aura des caractéristiques amortissantes plus importantes du complexe disco-vertébral. D'autre part, il y aura une hypermobilité, ce qui peut expliquer le risque neurologique et les lésions de type SIORA, dont on vous reparlera au cours de cette table ronde. Bien sûr, le rachis pédiatrique présente un cartilage de croissance. Alors, quand on regarde chez les animaux, on retrouve une épiphyse au niveau des vertèbres, alors que cela n'existe pas chez l'homme. En fait, le cartilage de croissance est strictement entre le disque intervertébral et le corps vertébral. Ce qui fait que, en fait, chez l'enfant, il n'y aura jamais d'épiphysiodèse post-traumatique, puisque dans tous les cas, le matériel discal constitue un tissu d'interposition. Cette plaque de croissance est aussi un élément de fragilité, plus fragile que le disque, ce qui explique qu'on retrouvera chez l'enfant des lésions qui passent au niveau de ce cartilage de croissance et le disque sera souvent intact, comme on pourra le voir dans les fractures de Chance. Ceci avait bien été décrit par Ofdermore en 1974. D'autre part, c'est un sujet en croissance, donc cette croissance pourra apporter un élément favorable avec possiblement un remodelage de la fracture, mais ce peut être également un élément défavorable avec l'apparition de déformations évolutives, comme cela avait été signalé dès 1960 par Hoff. Donc pour cette table ronde, nous ferons d'abord une analyse de l'étude prospective sur 1 an qui a été réalisée, puis on verra dans un deuxième temps une approche biomécanique, puis on analysera les études rétrospectives avec une étude des 3 fractures principales chez l'enfant, les tassements vertébraux, les bursts et les fractures de Chance. Nous ne parlerons pas des fractures des apophyses ou des fractures du ring périchondral. Ensuite, nous déterminerons la place de l'ostéosynthèse percutanée chez l'enfant. Et pour terminer, nous parlerons des fractures avec lésions neurologiques en insistant principalement sur ce qui est caractéristique de l'enfant, à savoir le SIORA. Donc je passe la parole à Julien Leroux pour les résultats de l'étude prospective.